Chantée par les poètes du monde entier, elle accompagne l'humanité depuis la plus haute antiquité. Symbole de grâce et de féminité, elle part aussi bien les déesses romaines que les langoureuses princesses d'Orient. Pour tous, la rose, c'est la fleur des reines et la reine des fleurs. Pour les parfumeurs, c'est depuis toujours l'essence noble par excellence. Pourtant, des 30 000 variétés de roses répertoriées par les botanistes, seule la rose damascène et la rose de mai sont cultivées pour leurs extraordinaires qualités olfactives. D'un bout à l'autre de l'Europe, des plaines de Bulgarie aux collines de Provence, chercheurs, créateurs et producteurs de fleurs protègent aujourd'hui précieusement les derniers effluves du parfum des roses. Perchée sur un éperon rocheux à 300 mètres au-dessus de la mer Méditerranée, la ville de Grasse jouit d'une réputation mondiale. Cette petite citadelle de la Côte d'Azur est considérée depuis plus d'un siècle comme la capitale de la parfumerie française. C'est là, en périphérie du centre historique, sur la commune de Montmélian, que Philippe Garneron cultive avec passion l'une des fleurs qui ont fait la notoriété de sa ville natale. Une rose que les spécialistes appellent Rosa centifolia, la rose aux 100 pétales. Si on compte les pétales de cette fleur, elles ne sont pas au nombre de 100, mais en fait, il y en a une trentaine de pétales. Donc, en fait, c'est une évolution, c'est un hybride de rose qui est parti d'une rose ancienne qui avait 120 pétales, si mes souvenirs sont bons. Donc après, l'hybridation a fait que les pétales se sont perdus dans la nature. Et effectivement, il n'y a qu'une trentaine de pétales. Issue de bouturages successifs, Rosa centifolia n'est pas une œuvre de la nature, mais une création humaine. Si ses origines précises sont encore mal connues, c'est au XIXe siècle qu'elle s'est installée sur les coteaux calcaires surplombant la Méditerranée. On n'est pas loin de la mer, elle est à 15 km à vol d'oiseau et la chaîne Préalpes elle se trouve à 10 km. Donc tout ça combiné fait qu'on a une rose exceptionnelle. Le fait de se trouver entre mer et montagne, ça crée effectivement une atmosphère où elle développe une odeur qu'on ne retrouvera jamais ailleurs. Choyée des créateurs de parfums, la rose centifolia de Grasse a inspiré des fragrances aussi célèbres que Naëma de Jean-Paul Guerlain, Trésor de Sophia Grossman ou plus récemment La petite robe noire de Thierry Vasseur. Bonjour Philippe. Monsieur Vasseur, bonjour. Comment allez-vous ? Pour le nez de la prestigieuse maison Guerlain, il est vital d'entretenir les liens intimes qui unissent la parfumerie parisienne à l'horticulture provençale. Derrière moi, il y a 4 générations de parfumeurs qui ont créé, et qui ont créé entre autres avec cette rose. Et donc pour moi, il est primordial pour préserver l'intégrité des formules de notre patrimoine, de surveiller de très près ce qui se fait ici. Le problème pour les parfumeurs d'aujourd'hui, c'est que les producteurs de roses comme Philippe Garneron, il n'en reste qu'une trentaine autour de Grasse. L'urbanisation massive de la Côte d'Azur a fait peu à peu disparaître les champs de fleurs de l'arrière-pays. C'est la raison pour laquelle chaque printemps, on scrute ici avec anxiété ces caprices du ciel et du temps qui peuvent à tout moment menacer la récolte de l'année. La rose centifolia est une culture assez fragile. Les boutons apparaissent au courant du mois de mai, où ici on n'est encore pas à l'abri des gelées. Et un coup de gel ou un coup de grêle sur ces plantes, votre récolte elle est anéantie. Donc pendant la période du mois d'avril, on croise les doigts pour pas qu'il y ait de violents orages de grêle ou qu'il n'y ait pas de gelée. Aujourd'hui, les scènes de glace sont passées. Normalement, la saison est lancée et bien lancée.
Si le mois de mai revêt une telle importance pour les derniers cultivateurs grassois, c'est que la rose centifolia ne fleurit qu'une fois par an, entre les dernières pluies du printemps et la sécheresse de l'été méditerranéen. C'est ce qui lui vaut son surnom affectueux de rose de mai. Dès les premières lueurs de l'aube, on récolte à la main des centaines de tonnes de pétales qui sont directement portés à l'usine pour y être transformés. Dans les ateliers de la société Robertet, on reproduit les mêmes gestes depuis plus d'un siècle pour extraire le parfum des fleurs fraîches. Les fleurs ont été ramassées le matin et cette matière première est traitée tout de suite. On va mettre les fleurs dans des extracteurs, effectuer des lavages successifs avec un solvant qui est l'hexane en général. Il faut compter à peu près, pour une opération, 2h30. Voilà. Une opération sur un extracteur, il faut compter environ 2h30, mais ça peut être plus long aussi. L'extraction au solvant volatile est une technique typiquement grassoise. Elle a été inventée par les chimistes du 19e siècle pour récupérer progressivement toutes les molécules aromatiques de la rose sans avoir à la chauffer inutilement. Le premier lavage, on récupère à peu près 70% de la valeur olfactive de la fleur. Et ensuite, il faut faire d'autres lavages pour s'assurer que la fleur est bien épuisée. Au bout de 3 ou 4 lavages, les fleurs ont livré tout leur patrimoine olfactif. Pour Thierry Vasseur, l'extraction est une étape cruciale dans le chemin qui conduit la rose du champ du cultivateur jusqu'à son laboratoire de création. Ah ben on arrive juste pour décharger. Juste au bon moment. Juste au bon moment. Voilà, il y a le déchargement de la fleur qui a été traitée déjà ce matin. C'est bon. Allez, c'est parti. Envoyez la vapeur. L'extraction se termine lorsque la totalité du solvant a été évaporée. Pour les jolies fleurs, épuisées, c'est la fin du chemin. Mais elles ont déposé dans la cuve un mélange de molécules aromatiques et de cire végétale qu'on appelle la concrète. C'est ce miel de rose que les connaisseurs récoltent avec délectation une fois l'opération terminée. On dirait des gourmands. Oui, des gourmands, hein, tu vois. Le milieu est encore, il est encore un peu chaud, ouais. Il est encore chaud, Oui, ouais. elle est bien souple. Ouais. On a toutes les caractéristiques de la rose de mai. Extrêmement fleuri, chaud, mielé. Non, mais c'est un début de saison, c'est un départ, c'est super beau. Tout à fait. Il faut quand même être prudent parce que tu sais que c'est la nature qui décide de beaucoup de choses. Et on est au début. On n'est qu'au début de la campagne. Là, on est bien parti, mais il faudrait que ça continue encore comme ça. Voilà. L'invention du procédé d'extraction au solvant a constitué une véritable révolution pour la rose centifolia et pour la ville de Grasse. Les progrès de la chimie fine du 19e siècle ont brusquement ouvert l'ère de la parfumerie moderne, parachevant ainsi plusieurs siècles de spécialisation progressive dans le travail des odeurs. Il faut dire qu'au Moyen-Âge, Grasse était surtout réputée pour la puanteur de ses rues. On lavait les cuirs à ciel ouvert, ça circulait à travers la ville, ça sentait la charogne, il faut dire les choses comme elles sont. Donc les eaux malodorantes de la cité grassoise, là où il y avait des ateliers de tannerie, mais ça partait dans les premiers jardins au pied de la ville de Grasse. Et ensuite, il est venu, par l'Espagne et par l'Italie, les premières formes de parfums dans lesquelles on parfumait les cuirs, qui devenaient du coup un produit qui enfin commençait à sentir bon. De tanneurs, les Grassois sont devenus gantiers, puis gantiers parfumeurs, avant d'abandonner totalement la ganterie au profit de la parfumerie, tirant ainsi parti de la flore luxuriante de leur arrière-pays. Au milieu du XXe siècle, les abords de la ville étaient encore tapissés de champs de jasmin, de lavande, de tubéreuses ou de roses.
Moi, je suis né en 1939 et il se trouve que c'est en 1938 qu'on a atteint des summums de production de roses. Dans mon enfance, j'ai connu cette air parfumé au mois de mai parce qu'il y avait des rosiers partout. Comme en été, il y avait des jasmins partout. C'était encore l'époque où on faisait entre 400 et 500 tonnes quand j'étais enfant. Et donc, ce sont des choses qui vous marquent profondément et durablement. Quand je suis rentré dans cette société en 1959, ce qui fait 58 ans de présence, pour venir du centre-ville ici, chez Robertet, il n'y avait pratiquement que des champs. Il y avait des champs de jasmin, de violettes, des rosiers un peu partout. Même au-dessous de l'usine, ce n'était que des plantations de jasmin aussi. Il y avait énormément. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Si Grasse demeure la capitale industrielle de la parfumerie française, elle défend désormais bec et ongles son identité agricole face à la pression immobilière. Mais c'est de l'autre côté de l'Europe que s'étalent aujourd'hui les plus grands champs de roses au monde. En Bulgarie centrale, entre les petites villes de Karlovo, Plovdiv et Kazanlak, s'étire une vaste plaine agricole, la vallée des roses bulgares. C'est l'une des principales régions de production de roses à parfum au monde. Et c'est là que Thierry Vasseur doit se rendre dans quelques jours. Cultivée à grande échelle sur de gigantesques parcelles géométriques, la rose bulgare vient en réalité d'Asie mineure, d'Iran précisément. Mais c'est lors de son passage par Damas, en Syrie, que les Occidentaux l'ont découverte. C'est la raison pour laquelle elle porte aujourd'hui encore le nom qu'ils lui ont donné au Moyen-Âge, Rosa damascena, la rose de Damas. En Bulgarie, la tradition de la culture de la rose remonte très loin dans le passé. La rose a été introduite en Bulgarie il y a 300 ou 400 ans. Elle a découvert cet endroit merveilleux qu'est la vallée des roses, où on trouve des conditions idéales pour sa culture. Elle s'y est acclimatée et maintenant c'est devenu une variété locale. C'est toujours une rose damascena, mais il s'agit d'une variété adaptée et typiquement bulgare. En Bulgarie, Rosa damascena a dû s'accommoder du climat des monts Balkans, plus frais et plus humides que ses terres d'origine. Venue des régions chaudes du sud de la Méditerranée, elle semble avoir aujourd'hui parfaitement réussi son intégration. Le rosier, c'est une plante assez particulière. Ses racines peuvent plonger jusqu'à 5 mètres sous terre jusqu'à trouver de l'eau. À partir du moment où il est bien enraciné, il peut continuer à donner des fleurs pendant 30 ans. Il faut juste le tailler entièrement jusqu'à la racine une fois tous les 5 ou 6 ans. Il repousse alors de lui-même comme s'il venait de sortir de terre. Des roses, on en produit également dans d'autres pays. Mais la rose bulgare, par son arôme et ses composants, est vraiment exceptionnelle. Et c'est pour cette raison que sa renommée est tellement répandue. Chaque année, environ 2 tonnes d'une huile essentielle de rose réputée dans le monde entier sortent des ateliers bulgares. Momchil Mihov n'a pas hésité à quitter une carrière de diplomate international pour diriger l'une des plus importantes unités de distillation du pays. Nous sommes parmi les plus grands producteurs d'huile de rose en Bulgarie. L'an dernier, nous avons transformé près d'1 million, 1,5 million de kilogrammes de fleurs pendant la campagne, ce qui fait environ 430, 440 kg d'huile de rose. À la différence de la rose centifolia de Grasse, la rose damascena de Bulgarie supporte parfaitement un traitement par hydrodistillation. Ici, les fleurs ne sont pas lavées au solvant, mais plongées dans de vastes alambics emplis d'eau. Une fois le mélange porté à ébullition,
les molécules odorantes seront entraînées par la vapeur d'eau et formeront une fine pellicule d'huile après 24 heures de décantation. Chaque matin, la récupération des huiles essentielles de rose a des allures de cérémonie secrète. Personne ne sait d'avance combien d'huile on va obtenir. Ça peut être 10 kg, ça peut être 15. C'est un produit naturel. C'est pour ça qu'on ne sait jamais quelle est la quantité exacte. L'huile essentielle de rose est vraiment un produit très particulier, unique même. Et c'est presque une religion pour les Bulgares. C'est un produit emblématique de la Bulgarie, tout comme le fameux yaourt bulgare. Si rares sont ceux qui peuvent entrer dans le sein des saints du laboratoire, si seuls quelques privilégiés peuvent approcher les huiles fraîchement distillées, c'est qu'elles valent de l'or. 1 kilo d'huile essentielle de rose se négocie aujourd'hui autour de 12 000 € sur les marchés internationaux. Un prix exorbitant qui récompense le savoir-faire séculaire des maîtres distillateurs bulgares. Au début du XXe siècle, des négociants ont commencé à voyager dans toute l'Europe pour vendre leurs huiles et ouvrir des comptoirs à Paris, à Londres, à New York. À partir de ce moment-là, le commerce des huiles est devenu très important pour la Bulgarie. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. La rose, vraiment, c'est le symbole de la Bulgarie. Ironie de l'histoire, introduite par les Turcs au temps où la Bulgarie faisait encore partie de l'immense empire ottoman, la rose est aujourd'hui célébrée comme un véritable emblème national. Pendant toute la saison des récoltes, les campagnes bulgares ressuscitent les anciennes fêtes paysannes, pour le plus grand plaisir des yeux et des oreilles. Mais certains ne viennent pas uniquement pour succomber au charme de la carte postale bucolique. Pendant qu'à Grasse, on continue d'extraire la concrète des roses centifolia, Thierry Vasseur se rend chaque année dans la vallée des roses. Il vient chercher ici à la source les précieux ingrédients de ses futures créations. Accompagné du maître parfumeur Gérard Anthony, son complice de longue date, Thierry Vasseur fait de chacun de ses voyages sur le terrain une véritable source d'inspiration. Ce qui m'attire en Bulgarie, comme souvent dans des pays que je visite pour les matières premières, ce sont les gens qui y habitent et qui font la culture et la transformation de ces matières premières sublimes. C'est des matières premières magnifiques. Oh, bravo, bravo. Fais-nous de la belle essence. Fais-nous de la très belle essence. Lorsque je suis de retour à Paris, eh bien, ma foi, évidemment que je pense à ces expériences. C'est pour ça que c'est une autre aventure humaine autour de cette rose. Sans sortir de son laboratoire, difficile en effet d'imaginer que les subtiles notes rosées des parfums les plus envoûtants naissent en fait ici, dans l'un de ces gigantesques chaudrons métalliques. Chaque distillateur a son matériel et son tour de main. Et chaque alambic a sa personnalité. Les alambics, c'est fait main. C'est pas industriel, la fabrication d'un alambic. Donc chaque alambic a sa réaction face à la pression vapeur, à la température, à la diffusion de la température, etc. Donc chaque faiseur aura sa spécialité.
Associé de toute éternité au charme et à la féminité, le parfum des roses est pourtant d'abord affaire de sueur et de muscles. Depuis qu'ils parcourent ensemble les 3500 hectares de la vallée des Roses, Thierry Vasseur et Gérard Anthony redécouvrent chaque année avec émotion la complexité de cette rose dont la senteur semble parfois si banale et galvaudée. Elle est épicée presque, ça va. Elle sent le fruit et elle est épicée. C'est fou, hein? Elle a presque, tu sais, le côté épicé un peu. Tu as dans le géranium bourbon ce côté épicé. J'ai quitté l'école très jeune et pour me faire un peu d'argent de poche, donc j'ai commencé à accueillir la rose. J'avais 16 ans et demi, 17 ans. Voilà, ça faisait un peu d'argent de poche, donc. Et là, il y a eu vraiment une histoire d'amour avec la rose de Grasse. Et après cette image d'enfance, je me suis retrouvé 30 ans après dans ces champs où je suis tombé en extase devant la rose bulgare. C'est la deuxième histoire d'amour, sans pouvoir imaginer un jour que le petit cueilleur de fleurs, de roses que j'étais à 16 ans et demi, 17 ans, un jour prendrait ces fleurs là, magnifiques pour pouvoir développer des parfums. J'ai eu vraiment peur parce qu'il a fait un petit coup de froid mi-avril, un petit coup de gel, mais la fleur et les plantes n'ont pas du tout souffert. Tu vois, regarde, je n'ai jamais vu ça. Bon, ça va être cueilli, tu vois, hein, ça va être cueilli. Mais tu as, regarde, tous ces boutons qui vont éclore demain, mais jamais ça signifie que demain, il y aura encore 2 fois plus de fleurs. Baigné dans les effluves de fleurs depuis son enfance à Grasse, Gérard Anthony a été le premier à faire découvrir à Thierry Vasseur la richesse et la diversité des roses bulgares. J'adore ce que dégage la fleur, parce qu'il y a plusieurs critères pour moi. Il y a le kiwi, c'est paradoxal, mais un petit côté aussi artichaut cuit, fleur d'artichaut cuit, qui pour moi aussi est un élément très très positif. Selon leur altitude, leur orientation ou la nature de leur sol, les parcelles de la vallée donnent toute une rose unique, qui n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Comme le bon vin, l'huile de rose est intimement liée aux spécificités de son terroir. Certains terroirs bulgares sont plus ou moins charpentés. Et à la fin de la saison, pour avoir toutes les quantités dont j'ai besoin, je suis obligé de faire des assemblages, ce qu'on appelle des communels dans la parfumerie, des assemblages de plusieurs territoires. Nous, en achetant 5 kilos par-ci, 10 kilos par-là, 7 kilos ici, 8 là, eh bien, on a des essences qui ne sont pas radicalement différentes, mais qui ont leurs caractéristiques. Faire sa communelle, pour un parfumeur, c'est un peu comme visiter les caves des vignerons. On voyage, goûte, cherche et choisit les meilleures essences au hasard des rencontres et des escales. C'est pour réussir la meilleure communelle possible que Thierry Vasseur sillonne à chaque printemps les routes de la vallée des Roses. Au début de sa carrière, pourtant, de telles visites de terrain étaient impossibles pour un parfumeur de l'Ouest. Pendant 40 ans, la Bulgarie est restée totalement coupée du monde occidental par la barrière du rideau de fer. А из города Карлова разбегаются по стране первоклассные тракторы. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au début des années 90, toute la production bulgare était gérée depuis Moscou pour la plus grande gloire de l'État soviétique. Dans notre secteur, tout était nationalisé. La terre, les champs de rosiers, etc. Il y avait 3 grandes entreprises qui produisaient de l'huile de rose, à savoir la rose bulgare Karlovo, la rose bulgare Kazanlak et la rose bulgare Plovdiv.
Ces entreprises récoltaient les roses et produisaient toute l'huile essentielle de la Bulgarie. Tout était planifié. À titre d'exemple, au moment de la cueillette, on faisait venir des lycéens, des étudiants, des ouvriers dont les usines arrêtaient de fonctionner le temps de la récolte de roses qu'on transformait dans notre entreprise. Largement héritées de l'époque soviétique, les infrastructures de production bulgares ont finalement réussi à lui survivre au terme d'une décennie de crise et de transformation. Et c'est presque avec émotion que l'on découvre encore ici ou là quelques imposants vestiges d'une époque désormais révolue. En fait, cette installation, c'est un projet et une machinerie russe. Peut-être elle paraît vieillotte, mais elle est toujours très performante. On peut transformer jusqu'à 1 tonne par heure de fleurs fraîches et on produit de la concrète de rose. C'est génial. Et oui, ce vieux fossile russe est en réalité un extracteur à l'hexane conçu sur le modèle grassois. Un petit souvenir de la Côte d'Azur donc, mais revisité pour l'occasion à la sauce Stakhanov. Il y a encore des souvenirs de cette époque-là, de l'époque soviétique, puisque les alambics où j'achète la majeure partie de l'essence de rose sont des alambics de 5000 litres qui datent de cette époque-là. Vous avez que des alambics de 5 mètres cubes ou vous avez différentes tailles? On a 5 mètres cubes et 7 mètres cubes. Ah, plus gros? Oui. Même plus gros? Oui. Ah ouais. En 10 ans de voyage en Bulgarie, c'est la première fois que Thierry Vasseur se rend ici, tout au sud de la vallée. Et c'est une fabrique en pleine renaissance que Momchil Mihov est fier de faire découvrir aux parfumeurs parisiens. Édifiée à la fin des années 50, l'usine de Zelenikovo est en fait l'ancien site de production de la rose bulgare Plovdiv. Si l'usine a failli disparaître avec la chute du communisme en 1991, elle renoue aujourd'hui avec sa splendeur passée. Comme si l'idéal productiviste traversait sans peine les régimes et les époques. En fait, quand c'est des journées comme aujourd'hui, ça n'arrête pas. Il y a tellement de la fleur, si on la laisse pour demain, c'est à jeter. C'est-à-dire qu'il faut la transformer le même jour. Toute la nuit. Toute la nuit. La transition vers l'économie de marché est aujourd'hui bien enclenchée dans l'ancienne République populaire de Bulgarie. Sur les ruines de l'ancien système étatiste, prospèrent à présent de grandes entreprises privées régnant sur d'immenses domaines agricoles. L'une d'elles, la société Bonchef, cultive à elle seule 160 hectares de roses et de lavande au pied des monts Balkans. Pour tourner définitivement la page du communisme, elle a même remis à l'honneur des variétés locales un moment oubliées, comme cette petite rose toute blanche, Rosa alba. Pendant la période du communisme, la rose était, si tu veux, l'élément clé de richesse du pays. Donc ils ont incité les cultivateurs à planter un maximum de champs de roses. Et malheureusement, après, ils ont constaté que l'alba avait un très faible rendement. Donc, ils ont carrément éliminé cette qualité parce qu'elle ne présentait aucun intérêt au niveau du rendement. Au début du XXe siècle, l'essence de rose bulgare arrivait sur les orgues à parfum parisiens sous la forme d'un mélange de rose alba et de rose damascena. Ce cocktail appelé rose auto avait depuis longtemps disparu des livres de formulation. Avant la Deuxième Guerre mondiale, cette qualité existait de façon prépondérante. C'était un mélange de 90% de rose de Damas et 10%
de cette rose Alba. Et c'est ce qu'on appelait cette rose Otto. Et Jacques Guerlain utilisait la rose Otto. La rose Otto, ingrédient fétiche des parfumeurs d'antan, n'a pas survécu au crépuscule de la rose Alba, mais son retour en grâce dans la vallée ouvre aujourd'hui de nouveaux horizons. Moi, quand je refais des vieilles formules, Jacques, qu'est-ce qu'il utilisait? Une Otto bulgare. C'est pas vrai. Ben oui. Eh oui, à l'époque, oui, bien sûr. Ah, ça, c'est intéressant. Hein. Allez. On pourrait, tu lui demandes s'il a quelques kilos d'Alba. Déjà, moi, ça me permettrait de refaire les vieilles formules avec de l'Otto. Retrouver les formules d'hier dans les champs d'aujourd'hui est l'une de ces surprises qui peuvent à tout moment surgir au détour du chemin. Pour Thierry Vasseur, le parfum jusqu'alors inconnu de la rose Alba pourrait bien venir enrichir encore sa palette de création. Elle est citronnée. Elle est presque citronnée, oui. Nérol, donc c'est incroyable cette différence. Par rapport à la rose damascène, là, elle est citronnée. On ne peut pas dire que ça sente vraiment la rose. Non, mais c'est très subtil. C'est subtil, hein. Dans une essence de rose, il y a à peu près 300 molécules que l'on connaît. Mais il y en a 4 qui nous intéressent. Ce sont 4 alcools. Un qui s'appelle l'alcool phényléthylique, le géraniol, le citronellol et le nérol. Et le nérol, c'est un alcool rosé qui a une note extrêmement fraîche, presque citronnée. Et on retrouve une dominance de nérol dans la rose Alba. Alors elle a une fraîcheur que n'a pas la damascène et une délicatesse aussi qu'on retrouve moins dans la damascène. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup plus épicée. Mais que le contraste des deux, pour faire cette rose Otto, donne une rose épicée, charnue, sensuelle, avec une fraîcheur qui est due à cet Alba. C'est génial, c'est génial. Quand l'essence de rose bulgare peut à nouveau inspirer librement les parfumeurs de toutes origines. Dans ce pays marqué au fer rouge par son passé récent, la rose fait briller une lueur d'espoir et d'optimisme pour l'avenir. C'est sans doute pourquoi les Bulgares célèbrent chaque année avec davantage de ferveur leurs fleurs emblématiques. Au début du mois de juin, en pleine saison des récoltes, la petite ville de Kazanlak revêt ses plus beaux atours pour accueillir les visiteurs du monde entier. Si l'on vient aujourd'hui par charters entiers de Chine ou de Corée dans cette modeste capitale régionale, ce n'est pas seulement pour s'effrayer des fameux masques Koukéri ou frémir au souvenir des belliqueux rois thraces. Tout le folklore bulgare se donne ici rendez-vous pour fêter celle qui règne en maître dans toute la région, Sa Majesté la Rose. L'élection de Miss Rose marque chaque année le clou des festivités de Kazanlak. Sourire enjôleur et mise en scène tapageuse, aux yeux des anciens, on en fait aujourd'hui tout de même un peu trop. En gros, tout est lié à l'argent. Maintenant, ce sont des businessmen qui organisent les parades pour se faire mousser. Maintenant, ces parades, c'est pour faire plus de publicité, pour que de plus en plus de gens voient que la production de roses se porte bien. On est au début d'une ère nouvelle, parce qu'il y a eu une période où ça avait vraiment décliné. Surtout au début de la démocratie. La production était très faible. Maintenant, ça commence à reprendre, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de parades, pour que ça se sache. Aujourd'hui à la retraite, Michaud appartient à cette génération qui a grandi à Kazanlak sous le régime soviétique. Même si tout n'était pas rose alors, il regarde pourtant avec amertume changer sa vallée natale depuis la chute du Parti communiste bulgare. À l'époque, il y avait des coopératives dans lesquelles il y avait beaucoup de machines. C'était les machines qui faisaient le travail. On labourait avec les machines, on récoltait à l'aide de machines. Maintenant, le travail manuel a remplacé les machines, parce que les gens n'ont pas les moyens d'en acheter. Surtout sur des petites parcelles. On ne peut pas vraiment investir dans des machines. Aujourd'hui,
la Bulgarie est l'un des pays les plus pauvres de l'Union européenne. Dans les campagnes autour de Kazanlak, la rose fait surtout les affaires d'une poignée de grands industriels. Mais pour les autres, la situation est loin d'être aussi florissante. Parmi ses amis du même âge, Micho compte beaucoup de petits producteurs isolés. Quand on cultive moins d'un demi-hectare, difficile de survivre à l'heure du capitalisme triomphant. Je possède 30 arts de roses. Les rosiers ont 15 ans, ça fait 15 ans que je les ai plantés. Et je les ai plantés tout seul. Je cultive le champ avec ma famille sans l'aide de personne. Je ne prends du renfort qu'au moment de la cueillette parce qu'il est important de récolter rapidement les roses pour les livrer à la distillerie. Les cueilleurs, faut bien que je les paye. C'est pour ça qu'ils sont venus. Mais moi, ce qui me restera à la fin, ça c'est une autre affaire. Sale temps pour les petits paysans. Si la nouvelle économie profite aux grands investisseurs, elle menace en retour la survie des dernières exploitations familiales. Dans la vallée des Roses, beaucoup gardent la nostalgie d'un temps où tout semblait plus simple. À 5 heures du matin, dans les champs de Momchil-Mihov, c'est l'heure de la récolte. Les fleurs, gorgées d'eau par la rosée matinale, doivent être cueillies rapidement avant que le soleil n'évapore leur parfum. Un travail ingrat, harassant et entièrement réalisé à la main par une main-d'œuvre saisonnière et bon marché. Tout le processus se fait entièrement à la main. En tant que producteur de roses et d'huile de rose, le plus grand problème que nous rencontrons, c'est de trouver de la main-d'œuvre qui va récolter les fleurs. Le travail au champ, c'est dur, et les gens n'ont pas très envie de le faire. C'est pour cette raison que la grande majorité des travailleurs viennent des minorités, en particulier de la minorité rome. Décimée par un taux de chômage frisant les 90%, la communauté rome de Bulgarie fournit l'écrasante majorité des petites mains anonymes de la récolte. Alors qu'elle bénéficiait jadis d'un statut d'égalité avec la majorité slave, elle vit maintenant en marge de la société bulgare. Tous ces gens ici vivent des aides sociales. Ils touchent 20 € par mois et par personne d'allocation. Et c'est pour ça que, pendant l'hiver, ils vivent à crédit. Ils s'endettent. L'été, ils viennent ici, travaillent une vingtaine de jours, et ils peuvent rembourser un peu leurs dettes. Il n'y a pas d'autre source d'argent, ou si peu. Comme une centaine d'habitants de son village, Rania s'est levée ce matin à 3h30 pour arriver ici avant l'aube. L'argent que je touche nous aide pas mal pour le budget de notre famille. On arrive sur la parcelle prévue, le chef d'équipe nous répartit dans les rangées et on cueille. En kilogrammes, le maximum que j'ai réussi à cueillir en une journée, c'est 86. Le minimum, 33. Mais bon, c'était mon premier jour. On doit être habile de ses mains. Quelquefois, on a mal aux reins. Ce travail donne des douleurs dans le bas du dos. Il y a la chaleur, on souffre du soleil. C'est le 18e jour que Rania passe sur cette parcelle, qui fournira encore 2 ou 3 journées de travail. Pas plus. Elle aura alors touché environ 200 € pour l'ensemble de la saison, l'équivalent du SMIC en Bulgarie. Le passage à l'économie de marché est peut-être un grand bond en avant, mais il en laisse encore beaucoup sur le côté de la route.
Une grande partie de la richesse du pays repose désormais sur les épaules d'une population pauvre et marginalisée. Sans ces forçats de la rose, pourtant, impossible d'entretenir les immenses surfaces de culture héritées du passé. Impossible non plus de répondre à la demande sans cesse croissante à laquelle doit faire face aujourd'hui Plamen Cholakov, négociateur en huile essentielle auprès des grandes sociétés de composition internationales. La rose bulgare, c'est la reine des roses. Elle est unique et chaque parfumeur veut en avoir un peu pour qu'elle fasse briller son parfum, ce qui peut aussi lui permettre d'augmenter ses ventes. Le problème pour Plamen Cholakov, c'est que l'essence de rose bulgare est peut-être aujourd'hui victime de son succès. Tout le monde en veut, les ateliers tournent à plein régime et les enchères ne cessent de monter sur les marchés internationaux. Alors qu'il y a 5 ou 6 ans, le prix tournait autour de 6 000 € le kilo d'huile. Aujourd'hui, c'est plus du double. Il dépasse 12 000 € le kilo. Et donc, les agriculteurs s'intéressent de plus en plus à la rose, mais cette situation est à double tranchant, car des prix trop élevés peuvent pousser certains clients à abandonner l'huile de rose bulgare et à la remplacer par des composés synthétiques. Ils ne sentent pas aussi bon, mais bon, c'est beaucoup moins cher. Pour pouvoir livrer à ses prestigieux clients des essences naturelles à prix abordable, Plamen Cholakov parcourt sans relâche les coins et recoins de la vallée des Roses. Pendant toute la saison des récoltes, il surveille l'évolution de la situation et fait régulièrement le point avec les distillateurs et les producteurs de fleurs. Pour l'instant, on en est déjà à 200 tonnes. Ça fait beaucoup. Et le rendement, ça va ? 3500 kilos. 3500 kilos, ça peut aller. Cette année, la production d'huile va être importante et les prix vont baisser. Ce sera mieux pour les clients. Les clients, justement, ce sont ces grands parfumeurs que Plamen Cholakov invite régulièrement sur le terrain. Pour eux, rien ne remplacera jamais la sensualité des huiles naturelles de rose. Et tous espèrent pouvoir encore longtemps composer avec elles. Il y a 3 choses qui me frappent dans la rose bulgare. Il y a un côté d'amande amère qui lui donne une puissance et un côté épicé presque. Il y a un côté litchi et framboise. Et presque alcool de framboise, comme dans les eaux-de-vie alsaciennes. Et je recherche ces notes de framboise, litchi et amande. On scelle et on embrasse. Ah, bravo. Je sens cette rose et c'est une fleur qui danse, qui est éthérée, un peu fruitée. C'est pour ça que je trouve qu'elle danse. Good job. C'est un produit de grand luxe. Et c'est ici que ça se fait. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce souci du détail jusqu'au bout lorsque on va sceller une gourde typiquement bulgare de rose. Il y a une procédure et puis il y a un rituel presque qui est absolument remarquable. C'est bien la preuve que c'est de l'or. Malheureusement, il ne suffira pas de déboucher le flacon pour avoir immédiatement l'ivresse. Pour Thierry Vasseur, la dernière partie du voyage commence maintenant. La plus difficile peut-être, celle qui permettra au parfumeur de rassembler toutes les pièces du puzzle pour construire enfin son histoire personnelle, sa vision singulière de la rose. Ah oui, mais alors ça, elle sent
l'amande amère, plein pot. Un peu trop, hein. Ouf. On retrouve c'est incroyable. Cette année, on est globalement plus faible en staroptène, de l'ordre de 4-5% environ. Et on est plus riche en épices, notamment le côté eugénol clou de girofle. Au laboratoire, la langue des chimistes rejoint celle des poètes. On a visité 25 villages, sélectionné une centaine d'échantillons sur le terrain, reste à choisir les meilleurs et à trouver comment les mélanger pour obtenir la qualité que Thierry Vasseur recherche dans ses formules. Il est vachement épicé, hein, le 4. Mais ce que j'aime, c'est sa puissance. Et comme là, il y a quand même, c'est des lots de 100 kilos, ça, je vais pas m'acheter 100 kilos de dynamite. Non. Mais elle a une puissance qui me donnera une énergie à l'assemblage qui a l'air... Mais dans l'assemblage, on peut tenir compte de cette puissance. Ouais. Tu peux en mettre 20%, ça va booster ta qualité. L'assemblage, c'est une véritable séance d'alchimie olfactive. On évalue, corrige et calcule les dosages précis qui donneront la formule finale de la communelle de l'année. Une étape cruciale et souvent méconnue du métier de parfumeur. Alors que la rose Damascena semble à présent entre de bonnes mains, à Grasse, on travaille avec la même exigence et la même minutie la rose de mai locale, l'autre rose fétiche des grands créateurs. Dans les laboratoires de la société Robertet, la saison qui s'achève a permis de constituer une bonne réserve de concrète de roses. C'est du bonheur pur, hein, Robert. Mais cette concrète, il va maintenant falloir la passer à l'état liquide. Elle donnera alors une absolue de rose de mai, produit phare de la tradition grassoise. L'absolu, c'est le nectar ultime de la rose de mai. Et c'est souvent les plus petites molécules qui apportent le plus de qualité à un produit. Tout ce qu'on veut éliminer, c'est les cires inodorantes. Tout le reste, il doit contribuer à apporter quelque chose à l'absolu. Filtré, glacé, battu, puis battu, glacé et filtré à nouveau, l'absolu de rose de mai pourra bientôt rejoindre l'huile essentielle de rose bulgare. Pour les profanes, dans les deux cas, ça sent la rose, tout simplement. Mais les professionnels, eux, savent très bien faire la différence. Une absolue et une essence n'ont rien à voir. Elles n'ont pas la même chanson. Elles n'expriment pas la même chose. Et les deux peuvent se trouver dans la même formule. On peut très bien avoir une rose de mai qui s'exprime en cœur d'un parfum et une rose bulgare qui s'exprime en tête. L'une s'exprime en dansant en tête et l'autre est la mémoire de la rose et s'exprime dans le cœur et dans le fond d'un parfum. Alors non, la guerre des roses n'aura pas lieu. D'une même petite fleur venue du fond des âges, on tire aujourd'hui deux matières premières différentes, une essence et une absolue, issues de deux techniques distinctes pour deux variétés spécifiques cultivées sur deux terroirs éloignés. Elle a fait vivre des régions entières pendant des siècles. Elle attire aujourd'hui une nouvelle génération de cultivateurs passionnés. Comme l'iris, la tubéreuse ou le jasmin, la rose fait désormais partie du patrimoine naturel des campagnes d'Europe et l'on voit peu à peu refleurir les champs, un moment menacé. On la disait vieillotte, elle revient à la mode. On la croyait dépassée, la rose fait aujourd'hui son grand retour dans la parfumerie moderne. Ce que nous faisons avec cœur, avec passion, avec amour, se transmet dans nos parfums. Et c'est agricole, c'est industriel, et c'est d'une certaine beauté.